Les tensions géopolitiques ne cessent de s'intensifier, où les alliances se redessinent et où la confiance entre les blocs s'effrite un peu plus chaque jour, certaines déclarations viennent rappeler à quel point le climat international est entré dans une phase critique. Entre guerre de communication, affrontements diplomatiques à l'ONU et accusations mutuelles entre puissances occidentales et russes, la parole politique devient une arme à part entière. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis là pour vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une intervention particulièrement dense et explosive, qui aborde sans filtre les grands enjeux du moment, l'aide internationale, le rôle de l'Occident en Afrique, le conflit en Ukraine, la guerre de l'information, mais aussi les accusations de néocolonialisme et les transformations profondes de l'ordre mondial. Derrière les discours officiels et les annonces diplomatiques, une question centrale se pose: assistons-nous à une véritable reconfiguration du monde, ou à une escalade sans retour des tensions entre blocs? Tout commence par une critique directe du système actuel de l'aide internationale et des promesses faites par les pays occidentaux aux pays en développement, en particulier en Afrique. Selon cette intervention, les grandes conférences internationales, souvent présentées comme des moments de coopération et de solidarité mondiale, auraient aussi une autre fonction: encourager les engagements financiers occidentaux. Mais une fois les promesses faites, une grande partie des fonds annoncés ne se traduirait pas réellement sur le terrain. Pire encore, lorsque des financements sont débloqués, ils profiteraient principalement aux entreprises occidentales elles-mêmes, qui s'implantent dans les pays bénéficiaires et récupèrent indirectement les bénéfices de ces investissements. Ainsi, derrière les discours sur la solidarité internationale, se dessinerait un système où l'aide devient aussi un outil économique et stratégique. La réflexion va plus loin en abordant le rôle des institutions internationales et des mécanismes financiers mondiaux. Ces structures, censées soutenir le développement et la stabilité, seraient utilisées selon cette vision comme des instruments d'influence économique et politique. Les crédits, les programmes d'aide et les interventions économiques ne seraient pas toujours neutres. Ils s'inscriraient dans une logique où les intérêts des puissances dominantes restent au centre du système. Cette critique rejoint une idée plus large, celle d'un déséquilibre structurel du système international, où les rapports de force économique continuent de façonner les relations politiques. Le discours bascule ensuite vers un sujet encore plus sensible, le conflit en Ukraine. Il est affirmé que les aides financières occidentales destinées à Kiev atteignent des montants considérables, parfois qualifiés de centaines de milliards. Mais selon cette intervention, une partie importante de ces fonds serait mal contrôlée, voire détournée, alimentant indirectement des dynamiques de conflit et de corruption. Cette accusation s'inscrit dans une lecture plus large du conflit, non seulement une guerre militaire, mais aussi une guerre d'influence, de financement et de narration médiatique. C'est ici qu'intervient un autre axe majeur, la guerre de l'information. Il est question de la manière dont certains événements sont présentés sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon ce point de vue, certaines puissances occidentales minimiseraient ou contesteraient certains faits sur le terrain, ce qui provoquerait une forte indignation du côté russe. Pour contrer cela, des visites de journalistes étrangers sur les zones de conflit auraient été organisées afin de montrer directement la réalité des événements tels qu'ils sont décrits par les autorités locales. L'objectif affiché est clair: lutter contre ce qui est perçu comme une désinformation ou une lecture biaisée des événements. Le discours insiste ensuite sur le rôle des médias internationaux. Certains grands médias occidentaux sont critiqués pour leur absence sur le terrain lors de certains événements sensibles, ou pour leur traitement jugé partial des informations. À l'inverse, des journalistes étrangers présents en Russie seraient invités à constater directement la situation sur place. Cette opposition entre médias occidentaux et accès direct au terrain renforce une idée centrale, celle d'une bataille mondiale pour la vérité et la narration des faits. La discussion prend ensuite une dimension plus émotionnelle et symbolique avec l'évocation de tragédies humaines, notamment des enfants victimes de conflits. Ces événements sont utilisés pour illustrer la gravité de la situation et l'impact humain direct des tensions géopolitiques actuelles. Dans ce contexte, la mémoire des victimes devient un enjeu politique et moral, mais aussi un outil de dénonciation internationale. Le discours aborde également la question de la perception internationale de ces événements. Il est reproché à certaines délégations étrangères de ne pas reconnaître ou de minimiser certaines tragédies, ce qui est interprété comme un manque d'humanité ou de compréhension des réalités locales. Cette divergence de perception entre les blocs renforce encore la fracture diplomatique déjà existante. Un autre axe important apparaît ensuite, la décolonisation et le rôle historique de la Russie dans le système international. Selon cette lecture,
la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale aurait été un moment fondateur ayant permis le processus de décolonisation à travers le monde. Sans cette victoire, les équilibres mondiaux auraient été totalement différents. L'ONU elle-même est présentée comme une conséquence directe de cet ordre d'après-guerre. Mais aujourd'hui, selon cette analyse, un nouveau phénomène émergerait, le néocolonialisme. Il ne s'agirait plus de colonisation militaire classique, mais d'une forme plus subtile basée sur l'économie, la finance, les normes internationales et l'influence culturelle. Dans cette perspective, certaines politiques occidentales seraient perçues comme une continuité déguisée des anciennes logiques de domination. Le discours évoque également des exemples concrets de tensions culturelles et politiques, notamment en Ukraine, où certaines décisions liées à la langue, aux symboles historiques ou aux monuments sont interprétées comme des signes d'effacement culturel. Ces éléments sont utilisés pour illustrer l'idée d'une lutte plus large autour de l'identité et de la souveraineté des nations. Enfin, la réflexion s'élargit à l'échelle mondiale avec l'émergence de nouvelles alliances et organisations internationales. Des structures comme les BRICS ou d'autres formats de coopération sont présentés comme des alternatives au système occidental traditionnel. Ces regroupements reposeraient sur des principes différents, égalité entre États, souveraineté et coopération économique hors des cadres dominants historiques. Dans ce contexte, le monde semble entrer dans une phase de transition profonde. D'un côté, les puissances occidentales tentent de maintenir leur influence historique à travers les institutions financières et diplomatiques existantes. De l'autre, de nouveaux pôles de puissance émergent et revendiquent une redistribution du pouvoir mondial. Ce discours met donc en lumière une réalité essentielle. Nous ne sommes plus seulement dans une série de crises isolées, mais dans une recomposition globale de l'ordre international. Chaque conflit, chaque déclaration, chaque tension diplomatique devient une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Et c'est précisément cela qui rend cette période historique. Car derrière les mots, les accusations et les promesses, une question fondamentale reste ouverte. À quoi ressemblera le monde de demain ? Un monde dominé par les structures actuelles, ou un monde profondément réorganisé, où de nouveaux équilibres viendront redéfinir la puissance, l'influence et la souveraineté des nations. Au-delà des déclarations et des accusations mutuelles, ce discours met surtout en lumière une chose: la bataille actuelle n'est pas uniquement militaire ou diplomatique, elle est profondément narrative et structurelle. Chaque camp cherche aujourd'hui à imposer sa lecture du monde. D'un côté, les puissances occidentales défendent un système basé sur des institutions internationales, des mécanismes financiers globaux et une vision de l'aide au développement présentée comme universelle. De l'autre, une partie croissante des acteurs internationaux remet en question ce modèle, en dénonçant ce qu'ils perçoivent comme des déséquilibres historiques, économiques et politiques, et en proposant des alternatives fondées sur la souveraineté et la multipolarité. Ce qui est frappant, c'est que ces deux visions ne se contentent plus de coexister, elles entrent désormais en collision directe sur tous les terrains, diplomatiques, médiatiques, économiques et symboliques. Ce discours révèle également un autre phénomène plus profond, une crise de confiance généralisée dans les institutions internationales et les médias globaux. Chaque information, chaque rapport, chaque image devient immédiatement contestée, interprétée, ou réinterprétée selon le camp qui l'utilise. Résultat, il devient de plus en plus difficile de construire une narration commune du réel. Et sans narration commune, la diplomatie elle-même devient plus fragile. Ce que nous observons aujourd'hui ressemble moins à une crise passagère qu'à une transition historique. Les anciennes structures de pouvoir, héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale, sont toujours présentes, mais elles ne sont plus perçues de la même manière par tous les acteurs internationaux. En parallèle, de nouvelles alliances économiques et politiques émergent et cherchent à redéfinir les règles du jeu mondial. Nous ne sommes donc plus dans un monde unipolaire stable, mais dans un système en recomposition, où les équilibres sont encore incertains. Au final, ce type de discours ne doit pas seulement être compris comme une succession de critiques ou d'accusations, mais comme un symptôme d'un monde en transition. Derrière les tensions, les désaccords et les confrontations d'interprétation, se dessine une réalité incontournable: l'ordre international est en train de changer de forme. La question n'est donc plus seulement de savoir qui a raison ou tort dans ces narrations opposées, mais plutôt de comprendre vers quel type d'équilibre global nous nous dirigeons. Un nouvel ordre fondé sur la continuité des structures actuelles ? Ou un système profondément réorganisé, où de nouveaux pôles de puissance redéfiniront les règles du jeu mondial ? Une chose est certaine, cette transition ne fait que commencer. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi, et je serai ravi de lire
vos commentaires. Partagez. Si ce que nous partageons sur cette page, sur cette chaîne, est important pour vous, likez, commentez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Africain.